J'ai vu ce vieil homme qui pour dormir contre les pilules qu'il avale. J'ai vu des proches tremblants de peur, en train d'attendre dans l'hôpital. J'ai vu des docs faire brancardier, des brancardiers faire secrétaire. J'ai vu ces hommes, ces femmes, j'ai vu leur enfer. À chaque fois que je vois un patient, je vois une impatience. Et sa santé s'éteint là où il n'y a plus de dépenses. État d'urgence, on est passé de France à souffrance, ils veulent optimiser. Bonjour, ce slam état d'urgence dit la souffrance, mais aussi l'espoir pour l'hôpital. C'est en tout cas le message qu'ont voulu faire passer ceux qui sont à l'origine de ce clip. Hugo Dess, le slameur bien sûr, mais aussi son producteur, le député communiste du Nord, Alain Brunel. Bonjour. Bonjour. Vous avez entamé en début d'année un tour de France des hôpitaux, d'où ce clip. Alors bienvenue pour poser un diagnostic sur l'hôpital et surtout débattre des solutions à mettre en œuvre pour que patients et personnel hospitalier soient mieux traités. Avec nous aussi deux soignants qui vivent l'hôpital au quotidien. Bonjour Patrick Goldstein. Vous êtes le patron des urgences du CHRU de Lille et aussi le chef du SAMU 59. Bonjour Rodrigue Clairet, vous êtes infirmier à l'hôpital de Lens et vous êtes l'un des responsables de la Fédération Santé de la CGT. Et enfin, bonjour Laurent Pietraszewski. Bonjour Véronique Marchand. Vous êtes le député La République En Marche de la 11e circonscription du Nord. À vous le rôle de défendre donc les propositions pour l'hôpital du président de la République. Justement, l'hôpital concentre les dysfonctionnements et risque l'implosion sans transformation d'ensemble. C'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron à l'occasion de la présentation mardi 18 septembre de son plan santé. Alain Brunel, d'après les constats que vous avez pu faire en traversant la France pour aller voir ces hôpitaux, pour quelles raisons majeures l'hôpital va-t-il si mal ? D'abord, je voudrais dire qu'on a fait 110 établissements depuis le mois de février, donc en 8 mois. On a rencontré plus de 6000 personnes et les 6000 personnes parlent d'une même voix. Donc parlent de leur souffrance. Et souvent, ce qu'on entend, c'est de dire « c'est pas mon cœur de métier, c'est pas ce que j'ai appris. Moi, j'ai appris le protocole de la bientraitance et là, je suis dans la maltraitance. On n'a plus de temps, on n'a plus de personnel, on n'a plus de moyens. Et je devrais dire également que si l'hôpital public tient aujourd'hui, c'est grâce à son personnel. » Patrick Goldstein, je vais vous proposer une liste non exhaustive. Les 35 heures non compensées, la tarification à l'acte, la suppression de postes, la suppression de lits, les difficultés à recruter du personnel soignant médical. Qu'est-ce qui affaiblit le plus l'hôpital, à votre avis ? On va obligatoirement être dans une discussion de type financière et budgétaire. Aujourd'hui, l'hôpital a été étranglé depuis un certain nombre d'années par différentes mesures. La T2A est l'un des facteurs, mais pas seulement. La T2A, c'est la tarification à l'acte, la manière dont on finance les hôpitaux. Ça a deux effets probablement néfastes. D'une part, de nous avoir un petit peu, même très largement étranglé, et d'autre, de nous pousser à une activité. Alors l'hôpital n'est pas là pour faire que de l'activité, l'hôpital est là pour faire de la qualité, et les deux ne sont pas toujours parfaitement similaires. Rodrigue Clairet, il manquerait, dit-on, 100 000 emplois pour que les hôpitaux tournent bien, à la fois au profit des patients et bien sûr pour de bonnes conditions de travail pour les personnels. On aurait économisé 7 milliards en 10 ans. Est-ce qu'il n'est pas d'abord là pour vous le problème ? Le problème remonte effectivement à la mise en place des 35 heures où effectivement à l'hôpital on n'a pas eu la compensation des postes nécessaires à cette mise en place. Donc effectivement ça a démarré de là les différentes conditions de travail, dégradation des conditions de travail. Ça a été accéléré par la mise en place, et je rejoins M. Goldstein, la tarification à l'activité, où les établissements, pour garder un budget à l'équilibre, ils sont obligés d'aller courir à l'activité et effectivement voir la fermeture de services en cas de non-activité. Et derrière, forcément, de redéployer du personnel. L'hôpital est en manque de personnel et je pense que, on l'a vu dans le clip, il y a une grosse souffrance à l'hôpital. Le personnel est à bout de souffle. On est dans un état d'urgence, oui, pour le personnel. On va sur une rupture à l'hôpital. Laurent Pietraszewski, bien sûr, on va venir aux solutions proposées. Mais on reste encore un peu sur les constats. Les grands hôpitaux français accusent un déficit global, en gros, je crois, d'1,5 milliard, 183 millions pour les hôpitaux des Hauts-de-France. Vous êtes le député, justement, d'une circonscription, la 11e, où un hôpital, celui d'Armentières, vient d'être mis sous tutelle par l'ARS à cause d'un déficit de 5 à 6 millions d'euros. D'après vous, pour vous, est-ce que la résorption du déficit, c'est une urgence plus prioritaire que les conditions de travail des hospitaliers et le confort et le bien-être des patients ?
La résorption du déficit, même si on prend que celui d'Armentières qui vient d'évoquer, d'abord, Armentières, c'est un déficit récurrent. C'est un déficit qui n'est pas que l'atterrissage cette année. C'est un déficit qui va dépasser les 20 millions d'euros sur plusieurs années. Donc, c'est une réalité budgétaire. Maintenant, ça a été bien expliqué par les deux précédents intervenants qui connaissent bien la fonction médicale. C'est que il y a, en fait, à l'hôpital, une dynamique qui est compliquée parce qu'il y a une dynamique de charge qui progresse et une dynamique de recettes qui, elle, est en difficulté. Donc, effectivement, ça contribue à ce déficit. Maintenant, une fois que ces choses-là sont posées, la réalité a été dite aussi. On peut dire, le président de la République l'a souligné, vous l'avez rappelé, ça a été très bien dit par M. Clairet. Oui, on peut le dire, l'hôpital est à bout de souffle. Et il faut reconnaître l'engagement, l'investissement de l'ensemble des personnels administratifs et hospitaliers qui aujourd'hui permettent à l'hôpital de tenir. Donc, il y a une réalité de déficit. Pour ce qui est du cas d'Armentières, mais comme ça peut arriver dans d'autres cas, lorsqu'il y a un déficit cumulé, effectivement, l'ARS désigne... L'Agence régionale de santé. Voilà, l'Agence régionale de santé désigne un administrateur. Là, pour le coup, c'est un directeur d'hôpital, donc c'est quelqu'un qui connaît bien les choses. Et pour être connecté avec ce qui se passe à l'hôpital d'Armentières, il y est allé régulièrement, il y est retourné le 15 octobre. Je peux vous dire que déjà les premiers échanges qu'il y a entre les représentants du personnel et la direction de l'hôpital montrent qu'on va être capable de construire quelque chose là-bas. Mais je vous reposais tout à l'heure la question sur qu'est-ce qui est prioritaire, la santé ou le déficit, ou la résorption du déficit. On y reviendra. On y reviendra. Rodrigue Clairet, craignez-vous que le déficit de l'hôpital de Lens compromette la poursuite des travaux de son nouvel hôpital? Alors, en effet, là, les derniers chiffres, c'est un déficit de 14 millions d'euros. Avec derrière, il faut prendre en compte la dette fournisseur, parce que derrière, on a quand même plus de 30 millions de dettes fournisseurs qui ne sont pas pris en compte dans le déficit. C'est-à-dire que là, nous sommes en phase de reconstruire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça que la dette, Alors, la dette fournisseur, c'est que normalement, on doit payer les fournisseurs dans un délai raisonnable. Là, nous sommes à des paiements de plus de 260 jours, c'est-à-dire qu'on met en difficulté aussi des prestataires de l'hôpital, et ça, c'est pas pris en compte dans la dette. Quand j'annonce 14 millions de déficit, c'est pas pris en compte dans cette dette-là. Je parle pas de la dette sociale qui peut aussi augmenter le déficit budgétaire, mais dans la reconstruction de nouvel hôpital, effectivement, il est demandé au centre hospitalier de Lens de faire un plan de retour à l'équilibre. Et vous êtes inquiet sur... Forcément, il y a quand même trois catégories de dépenses: salariales, les médicaments et tout ce qui est logistique. À un moment, on sait très bien sur quelle partie on essaie de faire le maximum d'économies. Et ça a été ça depuis de nombreuses années. Réaction. On ne peut pas faire sans un hôpital structuré et moderne autour de Lens. C'est impossible. Impossible. Aujourd'hui, la cardiologie a fermé à Béthune, la pneumologie a fermé à Lens. On a des populations qui sont en difficulté et qui répondent à un vrai territoire de santé. Je veux dire, on n'est pas là sur un désert démographique, on est là sur un véritable territoire de santé avec des gens qui cumulent les difficultés et qui, pour un certain nombre d'entre elles, ont du mal à se déplacer. Gardez la main, certains parlent d'une difficulté à recruter pour l'hôpital. Par exemple, des infirmières qui sortent des écoles qu'on n'arrive pas à recruter, ou des médecins maintenant qui quittent l'hôpital parce que c'est pas assez lucratif, parce que je sais pas. Alors, pour les infirmières, c'est tout à fait juste, et je crois que cela passe par une mise à niveau des effectifs, mais pas seulement en infirmières, en aides-soignantes. Si elles sont suffisamment nombreuses et si elles retrouvent le cœur du métier qui a été évoqué tout à l'heure, tout ira bien. Sur les médecins et sur certaines spécialités, nous sommes en énorme difficulté. Il y a des crises qu'on n'a pas vu venir. Aujourd'hui, il y a une crise de la cardiologie publique. Bien entendu, il y a une concurrence. Il y a une concurrence très très lourde du secteur privé. Alain Brunel, on termine ce constat par un domaine en souffrance, absolument, c'est la psychiatrie. Ça s'illustre, entre autres, par exemple, à l'hôpital d'Amiens, l'hôpital Pinel, par une grève qui dure depuis 3 mois, avec 75 nuits de camping pour les personnels devant l'hôpital. La santé mentale est à l'abandon. La santé mentale est à l'abandon. De toute façon, on dit toujours que la psychiatrie, c'est les parents pauvres de la santé et des budgets de la santé. Il y a des moyens qui doivent exister. Je pense aussi qu'il y a des luttes qui ont aussi permis d'avoir plus de personnel. Je pense notamment à Rouvray, je pense au Haut-Percher du Havre, qui ont mené des luttes exemplaires. Et il y en a même qui ont fait la grève de la faim. Vous vous rendez compte, des soignants qui font grève de la faim pour obtenir des postes, c'est quand même dramatique. Je termine là-dessus, simplement. La santé, une question d'argent en afférent trait avec la tarification à l'acte, l'idée d'entreprise dans la santé, et donc la santé, ce n'est pas une marchandise, et la santé, c'est avant tout des êtres humains. Donc revenons à l'être humain.
La psychiatrie. Oui, je dis un mot sur la psychiatrie, et puis on peut commencer à avancer, si vous voulez, Véronique, sur les échanges par rapport à la tarification à l'activité et la façon dont ça doit évoluer. C'est prévu tout de suite après. Parfait. Non, la psychiatrie, Alain Brunel a raison. C'est le parent pauvre, on peut le dire, et j'en suis désolé de devoir le dire, historiquement, de notre engagement collectif, à nous, Français, dans la médecine. Il y a un véritable retard. Agnès Buzyn en est parfaitement consciente, elle en a parfaitement conscience. J'en ai échangé avec elle, d'ailleurs, quand elle est venue à Lille, en parlant justement de l'EPSM d'Armentières, qui effectivement aussi fait partie des établissements de santé psychiatrique. Juste un mot très opérationnel, parce que c'est une façon de se mettre en perspective tout de suite. Les infirmières de pratique avancée, c'est-à-dire ces infirmières qui vont avoir un grade de master dont on peut parler, eh bien, qui vont pouvoir être là, orientées aussi vers la psychiatrie. Et c'est un point important pour renforcer les équipes de la psychiatrie. Et je rajouterai un deuxième point très opérationnel. J'ai fini, Véronique. On a également prévu, dans la refonte des parcours de formation des médecins, de faire des stages en santé mentale, ce qui n'était pas prévu, de manière à avoir une détection et une prévention anticipée des maladies mentales. Des perspectives positives, donc, mais c'est pas pour tout de suite. Là, on concluait sur la psychiatrie en 30 secondes. Tout à fait. Sur la psychiatrie, il y a plusieurs problématiques. Il y a la fermeture des lits intra-hospitaliers. C'est dans la région où on est confronté, sur les EPSM notamment. Il n'y a pas que celui d'Armentières, mais effectivement sur l'ensemble des EPSM. Il y a aussi la suppression des postes, infirmiers, qu'ils soient infirmiers et aides-soignantes. Et il y a aussi la suppression des CMP, des centres médicaux psychologiques. Donc en ville, donc on est dans une phase où on ferme aussi les structures où les patients ils étaient dans des hospitalisations à l'extérieur de l'hôpital. Et ça, je pense que c'est un grave problème parce que ça va devenir un problème sociétal si on n'intervient pas rapidement sur le domaine de la psychiatrie. Et pourquoi on ferme ? Pour des raisons financières. Bien évidemment, Emmanuel Macron veut revenir partiellement sur la tarification à l'acte. Dans votre jargon, c'est la T2A, un système de financement des hôpitaux mis en place, entre autres, par Roselyne Bachelot et qui a été de plus en plus décrié. Le retour du système au forfait pourrait être partiel. Alain Brunel, est-ce que ça sera suffisant pour lutter contre les déficits sans léser et les patients et les personnels ? Mais c'est un plan santé qui répond pas dans l'immédiat. C'est un plan santé qui nous renvoie dans 10 ans ou dans 50 ans. Donc sur la souffrance, sur la structure, etc. Là, on a un problème immédiat. C'est maintenant qu'il faut répondre. C'est maintenant qu'il faut prendre du personnel en plus. C'est maintenant qu'il faut donner des moyens. Et c'est pas la réponse du plan santé. Je suis d'accord avec les deux élus. Ça m'évitera des ennuis. Mais il y a d'excellentes choses dans le plan Macron, certaines et dans le plan Buzyn, certaines auxquelles on avait déjà pensé. Ce que nous voulons, c'est absolument donner une chance à ce plan. Par contre, on ne peut plus attendre. On ne peut plus attendre et qu'il faut qu'il y ait des mesures, qu'il y ait des signaux pour ce monde de l'hôpital dès l'année 2019. On ne peut pas attendre. Laurent Pietraszewski, pourquoi cette remise en cause seulement partielle de la T2A, de la tarification à l'acte? Pourquoi ne pas y aller franco tout de suite et revenir au forfait? Bon, je pense qu'il faut se méfier des coups de balancier. À la rigueur, Alain Brunel a raison de dire qu'aujourd'hui, c'est plus adapté, la tarification à l'activité. On peut dire que c'est peut-être plus adapté pour une partie des soins. En fait, les besoins de la population ont évolué. Nos besoins ne sont plus les mêmes en matière de médecine. On ne va plus aux urgences comme il y a 30 ans parce qu'on a une maladie aiguë. On y va souvent parce qu'on a des maladies chroniques. Donc, il y a aussi une évolution du besoin de la société. Quand j'étais aux urgences à Armentières, passé une nuit il y a quelques mois, on voit bien qu'il y a même des personnes des citoyens qui viennent en ce qu'on appelle, eux, en circuit très court. Ils viennent faire du renouvellement d'ordonnance. C'est-à-dire qu'aux urgences, à Armentières, on a aussi des gens qui viennent faire des renouvellements d'ordonnance qu'on pourrait faire en ville ou ailleurs. On va reparler juste après des moyens éventuellement imaginés pour soulager les urgences, pour rester sur la tarification à l'acte. En gros, la tarification à l'acte, c'est qu'on paye l'hôpital pour le type d'actes médicaux. Une appendicite, ça vaut tant, etc. C'est ça. Pourquoi on ne la remet pas en cause complètement, cette tarification à l'acte, à votre avis, Rodrigue Claret? Je pense que, effectivement, ça a mis 10 ans pour se mettre en place. Là, dans les propositions du plan santé, c'était d'orienter certaines pathologies chroniques à des budgets plus forfaitaires. Alors, on n'a pas de vision sur ce qui est proposé. C'est
Bon, c'est des annonces. Pour nous, c'est l'urgence. Oui, effectivement, il faut revoir le mode de financement des établissements de santé, mais aussi des annonces fortes sur les personnels, parce qu'on n'a trouvé aucune mesure concernant les personnels. On va y venir. Pourquoi ça marche pas la tarification à l'acte et que ça pousse à la concurrence entre hôpitaux? Mais de toute manière, aujourd'hui, la tarification à l'acte est probablement quelque chose qui est dépassé. On va aller vers du parcours de soins qui va relier la ville et l'hôpital. C'est une très bonne chose. Et la réhabilitation derrière. Mais un petit mot là-dessus. Moi, je suis comme tout le monde, je lis mon journal le matin. J'ai l'impression que les dépenses d'assurance maladie vont mieux. Et donc, l'année 2019 sera probablement une bonne année. Ce qui peut nous permettre peut-être de souffler, de respirer. On attend ça. Mais d'un autre côté, quand vous parlez d'acte, de tarification, ça veut dire qu'il y a un prix, un tarif. Or, ce tarif, il baisse. Il baisse, et c'est l'État, l'assurance maladie qui le baisse. C'est-à-dire que plus on travaille, moins on gagne. C'est-à-dire que l'hôpital ne peut pas investir à la fois dans de la ressource humaine et dans du matériel. Laurent Pietraszewski, ce que vient de dire Patrick Goldstein, ça peut faire référence aussi à tous ces allègements de cotisations, globalement de la politique que vous soutenez, les allègements de cotisations qui vont plus là où elles devraient aller pour la Sécu, pour la retraite, pour. Non, mais il faut rester là-dessus très, très clair. Il y a des compensations, hein, ça coûte au budget de l'État quand on fait des oui, mais il est en train de dire qu'on paye moins les hôpitaux pour... C'est ce que je crois, si j'ai bien compris ce que dit Patrick Goldstein, c'est qu'il parle de cet effet ciseau que j'évoquais tout à l'heure en début d'émission, qui effectivement, on stimule quelque part en fait l'activité indirectement parce qu'elle est un peu moins bien rémunérée. Et donc vous avez, je pense, Rodrigue Claret très bien éclairé, je crois, les téléspectateurs, en disant qu'effectivement il faut qu'on puisse passer au forfait, en tous les cas, au moins pour certaines maladies chroniques. Je voudrais juste dire, les deux maladies chroniques, au moins l'insuffisance rénale et le diabète, par exemple, ça peut, c'est ce qu'il y a d'ailleurs dans le plan santé. La perspective, c'est qu'on soit à 50% de tarification au forfait et 50% à l'activité. Bon, on a compris qu'on s'acheminait vers un autre mode de financement des hôpitaux, mais que ça prendra du temps. Est-ce que la suppression des lits et des postes, d'après ce que vous avez vu, Alain Brunel, est toujours d'actualité malgré tout ? Il faut plus de suppression, d'une part, et il faut plus de personnel. Il faut plus de personnel. Ça, c'est d'actualité. C'est ce que demande maintenant. Ce que le plan santé ne prévoit pas du tout. Alors, le plan santé, on dit effectivement le déficit de la sécurité sociale risque peut-être de diminuer, et puis être positif dans les années à venir. Mais à quel prix ? À quel prix ? Ça veut dire que, effectivement, et on va regarder ici, là, par exemple, l'augmentation de prestations retraite et allocations familiales, 0,3%, alors que l'indice des prix est à 1,2. L'inflation. Voilà, l'inflation, ça va faire 2 milliards que vont ramener dans les caisses de l'État, mais à quel prix pour les gens? C'est ça qui est important. Et la dernière chose là-dessus, je partage pas l'avis de l'État concernant le plan santé pour les raisons suivantes, c'est que l'État, il y a de l'argent. L'État a fait le choix aujourd'hui, je prends sur le budget 2018 par exemple, de dire on va supprimer l'impôt sur les grosses fortunes qui était 5 milliards et aujourd'hui il y a 3 milliards qui sont revenus dans les poches de ceux qui payent cet impôt. Donc l'argent, il a fait le choix là. Et ici pour 2019, c'est 20 milliards, c'est 40 milliards. Ils vont ouvrir le coffre de l'État pour le donner aux entreprises. Donc ça va bien falloir compenser quelque part. Donc c'est pas sur le budget de la sécurité sociale qu'on doit prendre de l'argent, ce qui est prévu. Rodrigue Claret, vous craignez la poursuite des suppressions de lits et de postes malgré les annonces ? Alors oui, malgré l'annonce du 18 septembre du plan santé, il y a quand même encore des services qui sont en cours de fermeture. Alors sur plusieurs problématiques, désertification médicale, tout ça. Effectivement, il faut qu'on arrête ces fermetures de services et que chaque professionnel retourne à son cœur de métier de soigner. Laurent Pietraszewski, vu les urgences décrites que tout le monde connaît, pourquoi on n'arrête pas les suppressions de lits et de postes ? Un mot budgétaire quand même pour alimenter le débat que lançait tout à l'heure Alain Brunel. Donc deux choses. Sur le déficit des établissements hospitaliers qui a été évoqué pour 2017, je voudrais juste rappeler que le gouvernement a débloqué 250 millions avec effet rétroactif justement pour éviter que ce déficit ne s'amplifie. Donc ça veut dire que le gouvernement a bien en tête que c'est un sujet et qu'il est bien capable de mobiliser aussi des ressources financières. Et ça, c'était pour l'année dernière. Et pour ce qui est de 2019, eh bien, nous avons débloqué, et on en a échangé avec le président de la République, avec un certain nombre d'élus mardi dernier, 400 millions pour justement desserrer cette contrainte budgétaire qui est évoquée. Ce sont des mesures d'urgence. Ce sont des mesures d'urgence et c'est des mesures de cohérence par rapport à ce qui est dit.
Conclusion sur ce thème ? Oui, sur les fermetures de lits, j'ai effectivement quelques inquiétudes, mais il y a aussi un virage qui est en train de se prendre. Il faut qu'on y soit très attentif. C'est ce qu'on appelle le virage ambulatoire, donc avec des gens qui vont rester le moins longtemps à l'hôpital. Il y a des gens qui doivent rester à l'hôpital et il y a des gens qui peut-être sont aussi bien chez eux. C'est pas pour autant qu'il faut pas arrêter de les soigner. C'est-à-dire que si on n'envisage pas le virage ambulatoire avec une durée de séjour qui est courte et de nouveaux métiers, et c'est peut-être là aussi notre pari à nous, infirmières de pratique avancée, des infirmières qui vont sortir de l'hôpital pour continuer à suivre leurs patients. Si on continue à pouvoir les suivre derrière, on sera peut-être encore dans une médecine de qualité en France. Vous me tendez une perche à propos de nouveaux métiers, parce qu'apparemment, pour soulager en particulier les urgences, le plan santé prévoit de demander aux médecins aux médecins de ville de travailler jusqu'à 20 heures pour prendre en charge les cas qui ne nécessiteraient pas d'aller aux urgences. En contrepartie, ils vont être aidés par 4000 assistants médicaux, en gros pour les soulager des tâches administratives. Est-ce que c'est une bonne idée et comment être sûr que les médecins de ville joueront le jeu ? Alors, deux remarques. D'abord, j'ai pas d'avis sur ces assistantes qui regardent la médecine libérale et il convient à mes collègues de se prononcer. J'ai beaucoup de collègues généralistes dans la région qui travaillent déjà jusqu'à 20 heures. Je crois que ce qu'il faut leur proposer, c'est de nouvelles modalités d'exercice et encourager les nouvelles modalités d'exercice. Les maisons pluridisciplinaires de santé sont incontestablement une solution. Alain Brunel ? Oui, sur cette question-là, une question très, très importante. Effectivement, on a déjà un manque de médecins. Donc, j'ai médecins généralistes. Les médecins généralistes sont déjà débordés aussi de travail. Donc, ils essayent aussi. Il y a encore des médecins qui se déplacent des fois jusqu'à 23 heures du soir. Et donc, ces médecins-là, ils font déjà leur job, font déjà leur boulot. Donc, 4000 personnes en plus. Je trouve que d'abord, il faut mettre en structure parce qu'il faut à partir de 3 médecins. Donc des cabinets médicaux. Mais moi, je pense que ces 4000 personnes devraient être à l'hôpital public. Ils en ont besoin. Roderick Clair. Oui, je pense que cette mesure, elle n'est pas d'aujourd'hui, c'est pas une création. Je prends sur le centre hospitalier de Béthune, il y a une maison médicale à l'intérieur de l'établissement, où il y a une infirmière de l'établissement qui fait ce rôle d'assistant médical. Donc je pense que c'est pas une création. Il faut effectivement étendre ces maisons médicales pour pouvoir subvenir aux besoins de la population. Mais je pense que c'est pas une création en soi, ça existe déjà. Alors certes, c'est pas assistant médical, c'est un nouveau métier. C'est des infirmières qui sont actuellement en poste, qui font ce rôle de prise de tension, le rôle pour avancer la consultation du médecin. Bon, manifestement, le président de la République a l'art de communiquer, quoi. Non, il n'a pas l'art de communiquer uniquement. Je crois qu'il a l'art de diagnostiquer et de proposer des choses qui sont pertinentes. Parce que sur le fond, vous réagissez, mais on est tous d'accord. L'analyse, c'est que notre démographie médicale, elle est extrêmement compliquée. On l'a dit, on est capable de former 8000 médecins par an, c'est à peu près autant qu'en 1973. Or, la population a augmenté depuis 1973 et elle a en réalité d'autres besoins, on en parlait tout à l'heure. Donc il y a un véritable problème de démographie médicale. Juste parce que en quoi on peut y répondre ? Si on dit simplement, il y a un problème de démographie médicale, on va mettre une dizaine d'années pour former des médecins, effectivement, on ne parle que de ce qui va se passer dans 10 ans. L'intérêt de ces assistants, c'est qu'ils vont faire quoi ? Ils vont libérer ce qu'on appelle du temps médical. Et je pense, moi, qu'une des façons de retrouver du temps, il ne s'agit pas de dire que les médecins de ville ne travaillent pas aujourd'hui jusqu'à 23 heures, et vous avez tout à fait raison de le souligner, il s'agit de dire qu'il y a des tâches qui pourraient être faites par des personnes qui les accompagnent pour leur libérer du temps. On va voir à l'usage si les urgences sont soulagées. En tout cas, aux urgences, un de vos collègues, Patrick Goldstein, disait « Dans les Hauts-de-France, on a besoin de 400 urgentistes. Or, nous sommes que 220. » Vous validez ces chiffres ? Totalement. Un grand nombre de postes sont aujourd'hui vacants, avec de véritables inquiétudes. La semaine dernière, nous avons dû intervenir, car nos collègues de l'hôpital de Roubaix ne savaient pas comment ils pourraient fonctionner en fin d'année. Je suis en train de parler de la ville de Roubaix. Ouais. Laurent Pietraszewski, comment on répond à ces besoins de postes en urgence ? En urgence aux urgences ? Eh bien, là, une part de la réponse, puisqu'on en a donné une part tout à l'heure et on sait qu'à la perspective plutôt moyen terme, long terme, une part de la réponse, c'est retrouver du temps médical. Donc, comment on fait pour décharger les médecins de tout ce qui est... Non, ça peut être aussi les médecins qui sont aux urgences. C'est-à-dire comment on fait pour qu'ils aient l'ensemble de leur temps consacré à l'activité médicale, ce qui est déjà sans doute le cas, va me dire Patrick Goldstein. Mais en tous les cas, tout ce qu'on peut faire pour améliorer le sujet, c'est ça la tendance, puisque ni vous, ni moi, ni Agnès Buzyn, ni même la bonne volonté de tous ceux qui sont aussi de cette table ne peuvent être capables de dire on va sortir de notre poche 5 urgentistes pour aller à Roubaix. Donc ça prendra. Vous êtes en train de me dire que ça prendra du temps, tout le monde s'en doute. Je suis en train de dire qu'on peut essayer de trouver des meilleures organisations, et je ne dis pas qu'on est mal organisé. Je dis qu'il faut qu'on
qu'on soit créatif. Un de mes collègues, Sylvain Maillard, testait une cabine qui permet de faire un certain nombre de diagnostics de base informatisés récemment à Paris, à la Mutuelle Générale. Je ne dis pas que c'est la solution à tout, mais je dis que c'est une façon peut-être de libérer la profession médicale de certains diagnostics simples. On a entendu. Le regroupement des services dans un même grand établissement va être encouragé et 5 à 600 hôpitaux vont obtenir le label hôpital de proximité. Objectif, chaque hôpital devra se concentrer sur les soins pour lesquels il est le plus pertinent parmi vous. Certains craignent qu'une partie de l'activité, premièrement, parte au privé, et deuxièmement, surtout que les patients aient du mal à rejoindre l'hôpital et de la route à faire, des transports à prendre. Est-ce que c'est votre cas, Rodrigue Claret, la crainte? Oui, la crainte, c'est qu'il y a eu une démarche gouvernementale de supprimer les établissements avec la tarification à l'activité des établissements locaux. Aujourd'hui, on fait machine arrière. On dit qu'il faut effectivement recréer en tant que tel, en tant qu'entité des établissements locaux, de manière à pouvoir subvenir aux besoins de la population au cœur d'un bassin. Et aujourd'hui, on a quand même créé des grosses structures. Et c'est la problématique, c'est ça, c'est d'avoir rassemblé à un moment des services d'excellence et on s'est un peu écarté des besoins de la population. Du positif et du négatif. Oui, mais moi je reviens sur l'hôpital de proximité, les soins de proximité, les centres de soins de proximité publics, parce qu'ils sont importants. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a une contradiction entre ce qui est dit par rapport au gouvernement. On est pour le maintien des proximités et on a la maternité Creil qui est en danger et on a plusieurs établissements. Les urgences à Waterloo sont en danger aussi. Donc il faudrait peut-être de temps en temps de dire des choses qui soient les mêmes partout. Patrick Goldstein. Moi, je crois au réseau. Je crois à la structuration en réseau. L'un d'entre vous a parlé d'hôpitaux de proximité et un autre de centres de soins de proximité. Ce qui veut dire que la réponse est probablement entre les deux. Je crois vraiment au réseau. Je crois aux investissements techniques. Je sais qu'on ne pourra pas les faire partout. Je sais que c'est ce plateau technique qui permettra aux jeunes médecins de rester à l'hôpital. Le niveau, la définition de 3 niveaux. Un niveau de proximité qu'il faut définir, j'en disconviens pas. Un niveau d'appui territorial dans les territoires de santé et un niveau de recours qui est probablement celui du CHU, probablement est une bonne idée. Et surtout, ça permettrait à des médecins de travailler pendant une période de l'année d'un secteur ou d'un territoire à l'autre, d'un niveau à l'autre, et d'encourager leur maintien, encore une fois, à l'hôpital public, ce que nous souhaitons tous. Alors, il nous reste 3 toutes petites minutes. Laurent Pietraszewski, si, vous l'avez dit à plusieurs tout à l'heure, la sécurité sociale en 2019 va probablement afficher un excédent de plusieurs centaines de millions. Quelle est, à votre avis, la mesure d'urgence qu'on pourrait mettre sur la table et que vous pourriez vous soutenir? Écoutez, ça va être une petite minute. Hein. Oui, je vais faire rapide. Très court. Et ça sera l'occasion de nous retrouver avec Alain Brunel, puisqu'on se voit assez souvent à l'Assemblée nationale. Il va y avoir, au travers de ce plan santé, Ma Santé 2022, un véhicule législatif. C'est-à-dire qu'on va faire une loi, pour parler simple. On va faire une loi. Donc on va pouvoir échanger sur ce sujet-là, et on va pouvoir effectivement voir quels moyens on peut mobiliser autour de ça. Certes, juste un mot, vous avez raison de rappeler que le déficit sera sans doute réduit. Alain Brunel disait qu'il serait même sans doute à l'équilibre. N'oublions pas que nous avons une dette qui est réelle de plusieurs dizaines de milliards en la matière. La mesure d'urgence que vous voudriez mettre sur la table, Alain Brunel? Embaucher 100 000 personnes pour les hôpitaux et 200 000 pour les EHPAD. Rodrigue Claret. Je rejoins. Effectivement, tout de suite, c'est des enveloppes pour recourir à l'emploi et arrêter la précarisation de l'emploi dans les établissements de santé. Patrick Goldstein. 2 mesures. Priorité au personnel, donc du souffle du personnel qui retourne à leur valeur, et des moyens pour l'investissement hospitalier aussi, car aujourd'hui, nous n'arrivons plus à investir. Et on va terminer l'émission par un sujet qu'on évoque rarement, pour ne pas dire jamais, et qui pourtant sonne avec l'actualité lorsqu'on parle des lobbies. Je veux parler de la constatation d'une flambée des dépenses de médicaments. C'est ce que vous me disiez en préparant l'émission, Rodrigue Claret, le poids du lobby des labos pharmaceutiques. Alors, vous le dénoncez, et ça pose un problème dans le financement des hôpitaux. Dans les établissements, forcément, tout à l'heure j'en ai parlé, il y a quand même 3 postes, notamment le poste du personnel, il y a le poste des médicaments, enfin des matériels médicaux, et ce poste est toujours en augmentation. Effectivement, malgré qu'il y a forcément des activités qui sont plus cadrées, effectivement, on retrouve constamment ce poste en augmentation. Contrairement aux 2 autres postes qui sont le personnel et la logistique. Donc quand je parle de ça, c'est la restauration, le linge et tout ça.
30 secondes pour terminer là-dessus, On sur est- le lobby des On médicaments. est très très encadré sur les consommations médicales. On ne peut pas comme ça dire d'un seul coup « je veux ça ». Il y a aujourd'hui un certain nombre de commissions qui nous surveillent et c'est très très bien. Il y a quelque chose qui coûte cher et j'espère qu'on pourra continuer à y avoir accès. C'est l'innovation thérapeutique, c'est cette médecine moderne qu'on doit apporter aujourd'hui à nos patients. Et celle-là, c'est le coût de la recherche et malheureusement, elle a un prix. Voilà, merci messieurs d'avoir échangé et de nous avoir éclairés sur un sujet qui nous concerne absolument tous. La semaine prochaine, on va s'intéresser aux maires, ceux et celles qui dirigent nos communes et dont beaucoup ont le blues parce qu'on leur retire à eux aussi des moyens pour nous rendre la vie plus agréable. En tout cas, d'ici là, profitez de votre...